Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le croisement s'avère difficile. Je ralentis ou je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, comme tu le vois, donc, il y a assez d'espace pour passer, mais c'est juste. Donc quand c'est juste comme ça, on va faciliter le passage au bus, surtout en agglomération. Donc on ralentit ou si besoin, on s'arrête pour le laisser manœuvrer. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Dans le tunnel, les feux de croisement sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, les tunnels répondent à une réglementation bien spécifique. Alors, notamment, tu sais, quand tu vois un panneau d'indication d'entrée de tunnel. Alors cela signifie deux choses. Cela signifie que les feux de croisement sont obligatoires et que les demi-tours sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Pour aller à Lausanne, je vais prendre l'autoroute 41. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois, ces panneaux que tu vois, ils ont un nom bien spécifique. C'est ce qu'on appelle des panneaux de position. Alors, juste pour mémoire, un panneau de position appartient au groupe des panneaux de direction. Les panneaux de direction appartiennent eux-mêmes au groupe des panneaux d'indication. Alors, en général, ces panneaux de position, avant ces panneaux, quelques kilomètres avant ces panneaux de position, tu as ce qu'on appelle des panneaux d'affectation. Et avant ces panneaux d'affectation, en général, tu as ce qu'on appelle des panneaux de bifurcation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que j'ai énormément d'élèves et je me rends compte que vos panneaux, vous les connaissez, mais de manière vraiment très approximative. En fait, vous les connaissez très très mal. C'est vraiment pas très clair dans votre tête. C'est très important. Pourquoi je précise ça ? C'est que, vous voyez, le code de la route, si vous le connaissez de manière approximative, alors vous réussirez l'examen de manière approximative. Il n'y a pas de secret. Donc, je vous incite réellement à vous former véritablement et d'être précis. Par exemple, de savoir quel type de panneau vous avez en face de vous. C'est très important. Donc, vous voyez par exemple, au-dessus de ces panneaux, on a ce qu'on appelle des cartouches. Et ces cartouches-là permettent en fait d'identifier la route. Donc, ils sont différenciés via des couleurs, des lettres et des numéros. Par exemple, les cartouches d'autoroute vont commencer avec un A. A pour autoroute. Et ensuite, le numéro, par exemple ici, 75, A75, c'est l'autoroute 75. Pour les routes nationales, c'est la même chose. N pour nationale, et ensuite, le numéro de la route nationale. Pour la départementale, pareil, ça commence par un
D, et juste après, vous avez le numéro de la route départementale. Le M pour les routes métropolitaines. Le C, les routes communales. Le E, les itinéraires européens. Le R pour les chemins ruraux. Le F pour les chemins forestiers. Donc ici, comme vous le voyez, pour aller à Lausanne, juste au-dessus, on a le cartouche A41. Donc, on va prendre l'autoroute A41 pour aller à Lausanne. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Ce panneau indique réponse A, un danger. Réponse B, une priorité à droite. Réponse C, une intersection. Réponse D, une priorité ponctuelle. Alors, tout d'abord, ce panneau, c'est un panneau triangulaire sur fond blanc avec un liseré rouge. C'est donc un panneau de danger. Alors, ce panneau de danger, il indique quoi? Il indique que vous avez la priorité à la prochaine intersection. Il indique donc qu'il va y avoir une intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 5. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, cette question, elle est super importante, car tu as 95% de chances de tomber dessus lors de l'examen officiel. Alors, concernant le dépassement des cyclistes, 2 cas vont se présenter à toi. Tout d'abord, le cas en agglomération et le cas hors agglomération. Commençons par le cas en agglomération. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre mon véhicule et l'usager vulnérable. Dans le cas hors agglomération, lors d'un dépassement d'un usager vulnérable, ici un cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Alors, attention, petit point à retenir, c'est valable pour les cyclistes et c'est valable pour tous les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les motos, ceux qui circulent en engin de déplacement personnel, c'est-à-dire les trottinettes. Donc ça, c'est valable pour tous les usagers vulnérables, y compris les cyclistes. Vu que la question est importante, on va faire un petit récapitulatif. Donc, en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Hors agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Après un déménagement, je dispose d'1 mois pour modifier mon certificat d'immatriculation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, après un déménagement, vous êtes dans l'obligation de modifier votre certificat d'immatriculation et vous disposez
d'un mois pour le faire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. En cas de croisement difficile de véhicules de même gabarit sur une chaussée en pente, le véhicule qui doit s'arrêter en premier est réponse A, le véhicule le plus rapide, réponse B, le véhicule le plus lent, réponse C, le véhicule qui monte, réponse D, le véhicule qui descend. Alors, ici, on va aborder la notion de croisement difficile. Alors, pour résumer, il y aura deux types de croisements difficiles. Vous allez avoir les croisements difficiles sur des rues en pente et les croisements difficiles sur les rues, on va dire, planes. Concernant le croisement difficile dans les rues en pente, vous avez deux cas. Vous avez le cas où c'est deux véhicules de même gabarit et vous avez le cas où ce sont des véhicules de gabarit différents. Et on aura la même chose pour les rues qui sont planes. Donc ça fait 4 grands cas pour les croisements difficiles. Alors, il y en a d'autres, il y a d'autres cas qui sont des cas particuliers. Alors, ici, on se retrouve avec deux véhicules de même gabarit sur une rue en pente. Donc, comment ça se passe ? Le véhicule qui descend devra s'arrêter en premier et, s'il le faut, il devra même reculer pour faciliter le passage au véhicule qui monte. Et ce sera toujours comme ça. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse D. Alors, ici, tu vois, on a juste vu même pas un 25e, un quart de la notion de croisement difficile. Sachant que il y a plein d'autres cas particuliers. C'est-à-dire, là, on n'a même pas vu, même pas un dixième, d'accord, de la notion de croisement difficile, qui est une notion importante pour l'examen du code de la route. Donc, je t'incite fortement, si tu les connais pas, à aller dans la formation. La formation, elle est là pour ça. Question numéro 8. Changer de position régulièrement constitue un signe d'apparition de la fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, effectivement, il y a plusieurs signes de fatigue. Notamment changer régulièrement de position, c'est-à-dire avoir des sortes de douleurs ou de gênes musculaires, des bâillements, des picotements aux yeux. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 9. Des piétons peuvent se trouver sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse prudemment. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois plusieurs choses à observer. Alors déjà, on a un car qui transporte des enfants via le petit pictogramme ici. En plus de ça, ce car est en warning, donc en feu de détresse. Donc en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait des enfants. Regarde. Ici, en vert, c'est ton champ de vision. En rouge, c'est ce que tu vois pas, parce que ton champ de vision, il est obstrué par donc le car.
Donc il peut très bien y avoir des enfants à l'endroit où ton champ de vision est obstrué. Alors, ça ne sert à rien non plus de paniquer. Là, tu peux dépasser, mais prudemment, en sachant qu'il y a peut-être des piétons sur la chaussée. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 10. Je vérifie le niveau d'huile. Réponse A, moteur froid. Réponse B, moteur chaud. Réponse C, sur sol plat. Alors, on vérifie toujours le niveau d'huile, moteur à froid et sur sol plat. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 11. Si je circule sans assurance, réponse A, je risque une forte amende. Réponse B, en cas d'accident, les victimes ne sont pas indemnisées. Réponse C, je dois rembourser les indemnités aux victimes en cas d'accident. Alors, déjà, ça c'est sûr, si tu circules sans assurance, tu risques une très forte amende. En cas d'accident, en fait, les victimes vont être indemnisées par le fonds de garantie des assurances. Par contre, toi, tu devras rembourser le fonds de garantie des assurances. Donc tu devras rembourser les indemnités matérielles et corporelles. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Au carrefour, je cède la priorité à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Là, on arrive dans un carrefour à sens giratoire. Donc, je cède la priorité à gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Le port de la ceinture de sécurité est réponse A, obligatoire. Réponse B, conseillé. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Alors, concernant les conducteurs, si vous ne portez pas votre ceinture, c'est une contravention de 4e classe, avec un retrait de 3 points sur le permis et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt,
Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin de jure et que vous ne sentez rien, ben, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Je peux passer, réponse A, après le passage du tramway. Réponse B, quand le feu passe au vert. Alors, en général, quand il y a une traversée de tramway qui est régie par des feux de signalisation, c'est qu'il y a une raison. Lorsque le tramway passe d'un côté, il y a de fortes chances qu'un autre tramway, en sens inverse, passe aussi. D'où l'intérêt des feux de signalisation. Donc, après le passage d'un tramway, on regarde toujours la signalisation et on passera quand le feu passera au vert. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Les chances de survie d'un piéton après un choc avec une voiture à 30 km/h est de A. 90%, B. 50%. Alors ça, encore une fois, c'est du cours. C'est du cours à 100%. Je vous incite vraiment à aller dans la formation. C'est pas des choses que vous pouvez deviner. Donc là, comme vous voyez sur le tableau, le pourcentage, les chances de survie d'un piéton après un choc à 30 km/h est de 90%. Et il est de 20% après un choc à 50 km/h et quasi nul après 60 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. Pour limiter la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage pour les longs trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, pour les longs trajets, afin de diminuer la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage. Alors, il est préférable d'utiliser le covoiturage, mais par rapport à quoi ? En fait, la question induit qu'il est préférable d'utiliser le covoiturage par rapport à l'éco-partage. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'éco-partage, c'est de la location de véhicules courte durée. C'est vraiment pour louer une voiture une demi-heure, 1 heure. Alors que si tu veux faire un long trajet, il va falloir passer par une vraie entreprise qui propose des locations, on va dire, entre guillemets, longue durée. Donc, effectivement, pour les longs trajets et limiter la pollution, on va préférer le covoiturage. La bonne réponse ici
est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo encore une fois pour voir réellement le contexte dans lequel on est. Alors, c'est parti. Donc là, déjà, regardez, juste ici, on a un panneau de danger qui nous avertit d'un passage à niveau qui est accompagné par une borne, à 3 bornes, qui nous avertit qu'il y aura un passage à niveau dans 50 mètres. Donc, 3 barres rouges. Ensuite, on avance encore un peu. Hop, qu'est-ce qu'on voit là? Hop, un dos d'âne. Un dos d'âne et juste en dessous, toujours la borne avec cette fois-ci 2 bandes. Ça veut dire passage à niveau à 30 mètres. Ici, on a un céder le passage ou un stop. Je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est un céder le passage. Et là, on arrive juste à droite. On voit la borne qui nous indique donc le passage à niveau à 15 mètres. Donc avec une seule barre rouge. Donc effectivement, ici, on a énormément d'indications, de panneaux de danger, de bornes qui nous avertissent d'un danger, notamment ici le passage à niveau. Donc, je ralentis. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Le motard est en train d'effectuer un virage à gauche. Son corps se déplace donc vers réponse A. À gauche. Réponse B. À droite. Alors, ici, effectivement, le motard est en train d'effectuer un virage à gauche, à sa gauche, hein, donc notre droite. Donc, son corps, lorsqu'il va s'incliner, son corps va automatiquement se déplacer ou se pencher vers la gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies
pour paiement par carte bancaire et à droite pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. À 70 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de réponse A, 21 mètres, réponse B, 42 mètres, réponse C, 49 mètres, réponse D, 70 mètres. Alors, pour savoir comment on calcule la distance parcourue pendant 1 seconde, c'est très simple. Tu prends déjà la vitesse, ici 70 km/h. Tu prends le chiffre des dizaines, donc ici le chiffre des dizaines, c'est 7. Et ce chiffre, tu le multiplies par 3, ce qui donne 21. Donc, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 21 mètres. Alors là, sûrement que tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de calculer la distance parcourue pendant 1 seconde ? Nous, on veut juste avoir notre permis, on n'est pas des physiciens, on n'est pas des mathématiciens, ça nous sert à rien en fait. On n'est pas à un contrôle de physique. Eh ben non. Parce que pourquoi on vous pose cette question ? C'est parce que c'est une question de cours. Regardez. C'est quoi la distance parcourue pendant le temps de réaction ? C'est la distance parcourue pendant 1 seconde. Parce que le temps de réaction, c'est combien ? C'est 1 seconde. Donc, calculer la distance parcourue pendant 1 seconde, ça équivaut à calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question. C'est pas par hasard, ça vient pas de nulle part. Là, on vous a demandé de calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. Tout simplement. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Les 2 passagers sont correctement installés. Oui, réponse A, non, réponse B. Ici, bien sûr qu'ils sont très mal installés. Un passager l'un sur l'autre, c'est totalement interdit. C'est un siège par personne, une ceinture par personne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Ce bouchon noir est celui du réservoir de liquide de refroidissement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, ce bouchon noir, caractéristique avec ce triangle et son niveau de température, est bien celui du réservoir de liquide de refroidissement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce sont des usagers vulnérables. Alors, c'est quoi un usager vulnérable ? Un usager vulnérable, c'est un usager de la route qui n'a pas de protection. Alors,
concrètement, c'est qui? C'est les deux roues. Les deux roues qui soient motorisées, c'est-à-dire les scooters et les motos, mais également les cyclistes. Ça peut être aussi ceux qui se déplacent en engin de déplacement personnel, motorisé ou non, c'est-à-dire les trottinettes ou trottinettes électriques. Mais également les piétons. Les piétons sont des usagers de la route, vulnérables également. Donc, ici, est-ce que les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. J'emprunte un véhicule. Je dois m'assurer d'être couvert au préalable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de prendre un véhicule, il faut toujours demander à regarder l'assurance et savoir si vous êtes bien couvert en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, il n'y a aucune signalisation horizontale et aucune signalisation verticale. Donc, on est à l'approche d'une intersection sans signalisation. Cela veut dire que la priorité est à droite. Donc, je n'ai pas la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Ce panneau indique A. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois du côté impair. B. Une autorisation de stationner du 16 au 31 du côté pair. C. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du côté pair. Alors, ça, c'est le genre de panneau que vous ne maîtrisez quasiment jamais. On va faire un petit schéma, parce que ça mérite un schéma. Alors, que signifie ce panneau? Ce panneau signifie que tu es autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 du mois. Il signifie également que tu es autorisé à stationner du côté pair du 16 au 31 du mois. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses
B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Je suis sur une route à chaussée séparée. La vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de réponse A 80 km/h, réponse B 90 km/h, réponse C 100 km/h, réponse D 110 km/h. Alors ça c'est vraiment une question de cours basique. Alors pour t'aider, je te mets ici le document que tu retrouveras donc dans la formation. Et tu peux voir dans ce document que sur une route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée pour un permis probatoire est de 100 km/h. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 30. Je viens de me faire flasher. La perte de points est effective. Réponse A, au moment de l'infraction. Réponse B, après paiement de l'amende. Réponse C, après paiement de l'amende majorée. Alors, si vous venez de vous faire flasher et que vous avez une perte de points, alors sachez que la perte de points est effective après paiement de l'amende. Bon, après tu vas me dire, bah oui, mais je peux aussi ne pas payer l'amende, vu que comme ça, je perdrai pas de points. Si je paye pas mon amende, je perds pas de points. Alors non. Qu'est-ce qui va se passer si tu payes pas ton amende? Si tu payes pas ton amende, tu recevras un autre courrier avec une demande de paiement de l'amende majorée. Donc, si à partir de ce moment-là, tu payes, bah on va t'enlever tes points au moment où tu vas payer l'amende majorée. Si tu payes pas l'amende majorée, ce qui va se passer, c'est que l'État va faire ce qu'on appelle une saisie sur ton compte bancaire, une saisie administrative. C'est-à-dire qu'ils vont retirer le montant de l'amende majorée directement sur ton compte en banque. Et en plus, ils vont bloquer ton compte en banque. Ils vont bloquer ton compte en banque et ils vont retirer l'argent eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront retiré eux-mêmes l'argent, eh ben, tu perdras tes points à ce moment-là. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté impair de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ce panneau indique une interdiction de se garer du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Ce véhicule s'engage sur la route principale. Il bénéficie de la priorité à droite sur les véhicules venant de sa gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Il doit marquer l'arrêt avant de s'engager. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, bon ben, les véhicules qui viennent de sa gauche devront lui laisser la priorité à droite. Alors, oui, mais ça c'est quand t'es dans une route normale. Là, il sort d'un chemin de terre. Quand un véhicule sort d'un chemin de terre, il ne bénéficie pas de la priorité de passage. C'est-à-dire, il ne bénéficie ni de la priorité à droite, ni de la priorité à gauche, ni aucune priorité. Aussi, ici, il n'est pas obligé de s'arrêter avant de s'engager sur la route. S'il n'y a personne sur la route, il peut s'engager sans s'arrêter. Par contre, il devra céder le passage aux véhicules qu'il y a sur la route, s'il y en a. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 33. La distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tu vois, la notion de distance de sécurité est très importante pour le passage du code. C'est une question qui vient très souvent, qui est vraiment redondante. Alors, il faut que tu saches que la distance de sécurité sur route, peu importe les routes, c'est équivalent à 2 traits de rive. D'accord ? Comme le montre l'animation ici. Donc c'est 2 traits de rive. Alors, les traits de rive, si tu ne le sais pas, c'est les traits qu'il y a à droite, hein, ici à droite. Donc là, tu vois bien que le camion, la distance qui nous sépare avec le camion est inférieure à ces 2 traits de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas bonne. La bonne réponse, ici, c'est la réponse B. Question numéro 34. Hors probatoire, je viens de perdre 1 point. Je peux récupérer ce point automatiquement. Réponse A, dans 3 ans. Réponse B, dans 6 mois. Réponse C, dans 1 an. Réponse D, dans 2 ans. Alors ici encore une fois c'est une question de cours, donc là je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation qui vous montre les récupérations de points automatiques hors probatoire. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait quand vous perdez des points, vous pouvez les récupérer automatiquement si vous ne commettez pas d'infraction. Ça dépend de l'infraction que vous avez commise et le nombre de points que vous avez perdus. Lorsqu'on perd qu'un seul point, alors on peut récupérer ce point dans les 6 mois, si on n'a pas commis d'autres infractions entre-temps. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. J'accélère et je dépasse la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme on peut le voir ici, je vais remettre la vidéo. Voilà. Lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez voir que le véhicule essaye de dépasser donc un camion blanc, mais qu'au même moment, la moto ou le scooter, on va dire, enfin, plutôt la moto, essaye de dépasser également la petite camionnette blanche. Donc, effectivement, dans ces cas-là, je n'accélère pas et je ne dépasse pas la moto. Je laisse la moto dépasser le véhicule et ensuite,
je dépasserai le véhicule. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. Ce panneau indique, réponse A, un passage piéton, réponse B, des toilettes publiques. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. J'approche d'un passage piéton. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques, donc on a un passage piéton à quelques mètres de nous, et à droite, on a des bus qui sont à l'arrêt. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer qu'il y ait des piétons que tu ne vois pas devant le bus qui s'apprêtent à traverser et qui auront donc la priorité. Donc ici, ce qu'on fait par mesure de sécurité et par manque de visibilité, on va ralentir. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique,
qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 38. Ce panneau indique un risque d'incendie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, ce panneau indique un risque d'incendie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. Conduire dans un état de fatigue augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, la fatigue est par exemple responsable d'un tiers des accidents sur l'autoroute. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le système e-call s'active automatiquement en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, bah là c'est du cours, c'est purement du cours. Je vous invite à aller dans la formation, dans la plateforme en ligne, si vous avez des mal avec des notions de cours. Donc ici, effectivement, le système e-call s'active automatiquement en cas d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.